Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Le monde pleure Kofi Annan. Les Maliens ont renouvelé dans la contestation le mandat de leur président. Les Togolais, eux, observent le premier anniversaire de la crise politique. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Pyramide FM. Bienvenue au D12 ou le rendez-vous politique du dimanche à Lomé. Ce dimanche est un 19 août. L'année dernière, c'était un samedi de manifestation de violence dans plusieurs villes du Togo. Les manifestants en rouge aux couleurs du PNP étaient en face des forces de l'ordre et de sécurité. Mango, Bafilo, Sokodé, Agné et Lomé donnaient en réalité le coup d'envoi d'une série de mouvements qui ont eux-mêmes donné corps à la nouvelle crise politique au Togo. Ce 19 août 2017 est historique. En quoi justement cette date est-elle devenue une date repère dans l'histoire politique du Togo? Regardé de haut et sans aucun doute minimisé par le pouvoir, le PNP ne s'est-il pas donné une nouvelle stature dans le pays? Son leader était connu pour ses analyses et son franc-parler. Tipi Achadam ne s'est-il pas lui aussi retrouvé dans un scénario dont il n'a peut-être pas mesuré la portée? Au soir du 19 août, le désormais exilé président du Parti national panafricain avait lancé un appel au chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, puis 12 autres leaders de l'opposition ont constitué depuis la coalition des 14. Les 14 ne sont-ils pas aujourd'hui les seuls acquis de la contestation? Ce dimanche, le PNP a appelé au recueillement et à la prière. Le parti au pouvoir a aussi un calendrier de prière, mais pour la réussite des derniers sommets à Lomé. Le Togo est devenu un grand centre de prière. Dieu n'est-il pas en réalité un ami du Togo? Au moment où 4 mosquées ont successivement brûlé ou profané dans la préfecture d'Agoué, les prières ne continuent-elles pas par monter vers le très haut? Face au problème, les seules voies restent-elles celles des églises et lieux de culte? Pour Kofi Annan, nous avons les moyens et la capacité de faire face à nos problèmes si seulement nous pouvons trouver la volonté politique. En exhortant ainsi les acteurs politiques du monde à faire le pas, l'ancien secrétaire général des Nations Unies ne pensait sans doute pas au Togo, mais notre pays est en manque de volonté politique selon de nombreux observateurs. Depuis ce samedi, l'auteur de l'exhortation a fini de jouer son rôle sur terre. À 80 ans, il a laissé derrière lui une Afrique terre de nombreuses controverses. La dernière est le Mali. L'élection présidentielle est contestée. C'est le politologue togolais Madi Diabakate qui est notre invité ce jour. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et 70 43 09 70. Romaric Freitas est à la mise en onde technique. Madi Diabakate, bonjour. Bonjour Pierrot Atiobé. Comment vous allez? Nous allons bien par la grâce de Dieu. Ce dimanche est un 19, je ne sais pas si on doit parler d'anniversaire, puisqu'il y a juste un an, le Togo entrait de plein pied dans une série de manifestations qui ont secoué le pays, des manifestations qui ont eu lieu à Lomé, à l'intérieur du Togo, mais également à l'extérieur. Comment est-ce que vous particulièrement, vous avez vécu ce samedi-là? Alors, ce samedi, je pense qu'il restera gravé dans la mémoire, surtout de notre génération. Parce que déjà, cette semaine d'août 2017 était une semaine particulière. Il fallait voir ça et là, les interventions du PNP, les interventions du gouvernement. Et bon, à un moment donné, on sentait venir quelque chose. On sentait la tension se cristalliser. Et je pense que le 19, le PNP a tenu mordicus à organiser ces manifestations en se prévalant du fait qu'il y avait des axes qu'il avait retenus pour la manifestation. Il avait une stratégie qu'il ne voulait aucunement concéder face aux pressions gouvernementales. Il est vrai aussi que pour arriver à ce 19 août, nous avons vu 2 ministres qui étaient devenus des communicateurs de circonstances. Et je dirais dont le langage aussi n'a pas rendu les choses aisées. Nous parlerons de ces interventions, notamment du côté du gouvernement, mais ce jour particulièrement, moi j'étais quelque part dans une fête qui s'appelle Dounégnozan, la fête des communautés Bé Aflao à Guénivé, sur le terrain du Bas-Fond. Et ce jour-là, vous étiez où? À Lomé, vous étiez à l'extérieur. Je rappelle également que vous travaillez pour les Nations Unies. Je ne sais pas si vous étiez quelque part dans le monde. Ce jour-là, j'étais effectivement à l'extérieur, mais connecté à Lomé, parce que d'ailleurs c'était un samedi, donc j'étais libre, mais surtout parce que je devais suivre à travers le Centre pour la gouvernance démocratique et la prévention des crises, la manifestation et essayer de faire un monitoring.
Donc avec mes éléments sur le terrain, je faisais également le suivi à distance. Et je peux dire que ce jour-là, chacun a été pris de court. Justement, beaucoup le disent. Pour vous, ça devait être une journée banale, comme les autres journées. Ça devait être comme ces meetings qu'on faisait et ces marches qu'on faisait chaque samedi depuis près de 5 ans. C'était ce à quoi beaucoup s'attendaient. Mais à force de cristalliser l'attention, on s'inquiétait. Mais la tournure a été vraiment une surprise parce que les Togolais sont sortis massivement. Les Togolais qui étaient déçus entre-temps de la chose politique ont subitement voulu dire, après tout, trop c'est trop. Et vous souvenez que au cours de cette même semaine, il y avait la commission des réformes à Ouanana qui sillonnait le territoire national. Et vous allez voir qu'à tous les endroits où cette commission était passée, il y avait déjà une tension, les langues se déliaient, les gens passaient un message clair en disant « voici ce que nous voulons ». Et le mot d'ordre du PNP a cadré également avec ses aspirations. Donc, beaucoup se sont dit, c'est l'occasion de sortir, d'aller nous exprimer. Et les gens l'ont fait ce jour-là, indépendamment des partis politiques. C'est-à-dire, aucun parti politique ne pouvait interdire à ses militants, surtout entre guillemets de l'opposition, d'aller à cette marche. Les gens y sont allés, indépendamment de leur parti politique, parce qu'ils se sont retrouvés dans le message. Et ça a été d'ailleurs déterminant dans les ralliements que vous verrez après le 19 août, parce que à un moment donné, ce n'était pas le PNP seulement qui était dans la rue, mais c'était les Togolais qui en avaient marre, qui sont sortis pour exprimer leur ras-le-bol. Nous parlerons des lendemains de ce 19 août, mais revenons sur cette journée dite historique du 19 août. C'était le PNP qui avait porté les revendications, les toutes premières revendications. Ce parti, que saviez-vous de ce parti à cette époque-là? Bon, il est évident que le PNP a fait plusieurs meetings avant cette marche du 19 août. Donc, le PNP était suivi, observé de près. On voyait un peu le discours, on voyait la stratégie d'ailleurs que le parti utilisait, le porte-à-porte et autres. C'était fortement apprécié, mais on ne continuait pas à douter du fait que certains partis politiques avaient quand même le titre foncier de la mobilisation dans certains coins. Donc on se demandait, est-ce qu'ils pouvaient rassembler? Voilà. Et c'est vrai qu'au début aussi, sans faire acte de langue de bois, on avait l'impression que c'était la communauté TEM qui se mobilisait. C'était l'impression qu'on avait au début jusqu'à cette marche où on a vu tout le monde en scène. Mais l'autre élément aussi, c'est qu'on a vu qu'avec le PNP, le mythe du Nord proche du pouvoir commençait par s'effriter parce que on entendait, vous avez parlé en introduction tout à l'heure de Mango, vous avez parlé de Bafilo, qui effectivement étaient des fiefs que le pouvoir disait maîtriser d'une façon ou d'une autre. Donc on a vu le PNP grandir et quand on retourne en arrière, quand on voit tous les pas qui ont été posés, on n'est quand même pas surpris de ce que ça a donné. Mais en toute âme et conscience, on dira que ça a été une surprise ce 19 août. On peut parler de date rupture par rapport à ce qui se faisait, ce qui se vivait. On peut dire rupture parce que vous savez, quand le processus démocratique, la date de référence pour beaucoup était le 5 octobre. Hein. Et après, avec le 19 août, on a senti une nouvelle dynamique ou bien une nouvelle approche qui est revenue sur le terrain. Une approche qui vraiment rabattait les cartes et ramenait les Togolais à une unicité d'action, à une volonté commune. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens voulaient? C'est seulement autour de ça que les gens se sont mobilisés. Donc, on peut dire qu'il y a eu un nouveau départ à partir du 19 août. Et quand vous voyez sur les 1 an, tout ce qui s'est passé, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, parce qu'il faut aussi remercier le PNP. C'est grâce au PNP qu'on a vu le Premier ministre et les membres du gouvernement aller marcher pour dire qu'ils sont aussi pour la limitation de mandat. C'est à l'actif du PNP du 19 août. Vous aviez touché du doigt quelques jours avant cette manifestation les réactions de certains ministres. Quand même, on retiendra c'est quoi le PNP, c'est qui Tipi Achadam venant d'un membre du gouvernement. Est-ce que c'était des erreurs d'appréciation à cette époque? Oui, je pense que c'était des erreurs d'appréciation. Et vous savez, le langage est un élément très important.
quand vous ne savez pas communiquer, vous créez des problèmes. Et je peux dire que la communication arrogante à l'époque du ministre Yak, tout comme du ministre Boukbessi, a contribué à réveiller beaucoup de Togolais. Je peux vous dire que personnellement, je suivais de près cette situation, mais j'étais indigné à la dernière conférence du gouvernement où le ministre Yak menaçait pratiquement. C'est-à-dire, j'étais là quelque part, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est chez moi que ça se passe? Quelle est cette façon de manquer de respect aux gens et de parler comme si on avait ces enfants dans la cour de récréation et on donnait des instructions? Parce que il y a eu deux choses qui ont joué dans cette mobilisation. Aujourd'hui, avec le recul, nous ne pouvons que remercier la loi Budjona, qui, même si à l'époque les gens avaient critiqué, aujourd'hui elle sert de fondement à beaucoup de choses. Les gens voulaient exprimer un état de choses, les gens voulaient exprimer une situation, mais on a senti une communication agressive du gouvernement qui voulait donner une autre image à la chose. Vous avez vu après, durant toute l'année qui s'est écoulée, cette tentative tantôt de relier le parti au terrorisme, tantôt de le relier à l'extrémisme religieux. Oui, c'était une approche de communication qui malheureusement n'a fait que accroître la notoriété du PNP et celle de Tipi Achadam. Donc la communication a beaucoup desservi et je suis tenté de dire que ce n'est pour rien que dans un gouvernement, on a un porte-parole qui est chargé de la communication parce qu'il ne faut pas laisser n'importe qui parler et quand n'importe qui se met à parler, ça crée des problèmes à tout le monde. À un moment donné, on a eu l'impression que c'est finalement le ministre Yak Damhan qui est devenu le porte-parole du gouvernement, puisqu'il intervenait sur plusieurs chaînes, il intervenait sur presque tous les sujets. Et cette organisation également au niveau du gouvernement togolais laisse croire qu'ils ont été surpris à ce niveau-là aussi. N'allons même pas loin. Au-delà du ministre Yak Damhan qui était en activité, j'ai vu des conseillers du chef de l'État, anciens ministres, qui sont venus faire une conférence de presse au nom du gouvernement. Il y a eu beaucoup. Je pense que, tout comme je dirais que Tipi Achadam voulait juste essayer une allumette et il y a un feu qui s'est déclenché, je dirais aussi que le gouvernement croyait avoir maîtrisé son sujet, jouait avec le temps et il a été surpris. Et face à cette surprise, malheureusement, le premier réflexe a été celui de la communication militaire, de la communication de crise pour interpeller, pour menacer. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, le Togolais, il est dans un environnement où il ne se sent pas à l'aise. Pourquoi il ne se sent pas à l'aise? Parce que au Bénin, il voit des mutations. Il a vu le peuple burkinabé faire partir Blaise Compaoré. Au Ghana, il a assisté depuis près de 20 ans à 3 ou 4 présidents qui sont là. Donc le Togolais, à un moment donné, se dit, mais quand même, trop c'est trop. Et c'est ça aussi notre problème aujourd'hui. À force de ne pas savoir communiquer, on finit par réveiller en fait les frustrations, les douleurs que les gens avaient en eux. Et les gens se disent, mais après tout, il faut qu'on fasse quelque chose. Sur le volet communication, je ne sais pas si le pouvoir en place tirera toutes les leçons liées à ce passage à vide qu'on a connu à un moment donné de cette histoire. Mais revenons un peu à ce qui peut expliquer cette forte mobilisation en ce mois d'août et puis au mois de septembre plus tard. 5 villes du Togo et puis des villes de l'extérieur se sont mobilisées pour faire un certain nombre de revendications. Comment est-ce qu'on pouvait expliquer? Est-ce que c'est seulement parce que les Togolais regardaient un peu ce qui se passait au Burkina, au Ghana et au Bénin? C'est vrai que les Togolais sont épris du changement. Les Togolais ont envie de ressembler aux autres pays qui les entourent. Mais au-delà de tout, c'est la stratégie qui a été utilisée. C'est-à-dire, la stratégie du PNP, pour ne pas dire d'Achadam, a été de la pédagogie. Achadam n'a pas dit allons marcher. Non, Achadam a pris du temps. C'est-à-dire, Achadam a fait un travail en souterrain, au moins sur 2 ans ou 3 ans. Il a commencé par de petites réunions. Il a commencé par de petites réunions dans les quartiers, au siège. Progressivement, on a vu de grands meetings publics, on en a vu à Lomé, on en a vu à Sokodé. Donc, tout ça a permis d'amener les Togolais à s'intéresser à la chose, où qu'ils se retrouvent. C'est-à-dire, c'est un peu comme un objecteur de conscience. Il a fait comprendre aux gens les enjeux qui étaient là. Il a fait comprendre aux gens qu'on ne pouvait pas rester dans le statu quo.
Et la marque du 19 août, justement, c'est celle-ci. Avant, on avait l'impression que tout le monde se retrouvait à baie pour aller marcher au bord de la plage. Mais cette fois-ci, on dit non, nous allons organiser des manifestations sur tout le Togo. C'est un maillage. Et quand il y a un maillage de la sorte, il est évident que le gouvernement ou le ministère de la Sécurité ne peut pas mobiliser tous ces moyens conséquents. Et vous allez voir que la première erreur dans cette mobilisation, c'est que dans le cadre de manifestations pacifiques, on a vu des militaires sur le terrain. On a vu des gendarmes déployés, armés. On y reviendra sur tout ce qui en a suivi après. Mais ça veut dire justement que l'encadrement des manifestations pacifiques, le gouvernement a été débordé parce que ils ont prévu tout, sauf une stratégie comme celle qu'on a vue le 19 août, où toutes les villes étaient mobilisées et voulaient s'organiser. Donc, c'est tout un travail qui a été fait. On ne peut pas l'apprécier seulement en se cantonnant au 19 août, mais on doit l'apprécier sur toutes les étapes du processus qui ont conduit à la marche du 19 août. C'est un peu comme, ce n'est pas le jour des élections qu'on apprécie une élection, mais c'est tout ce qui a été fait pour préparer ces élections qui permet de savoir si ces élections seront une réussite ou un échec. Je pense que c'est ce que Tipeee a fait. Et le fait d'avoir innové en amenant les gens à se mobiliser partout sur l'étendue du territoire a été un coup de maître qu'il a apporté au pouvoir en place. Je ne sais pas si personnellement vous le connaissez, Tipeee Akadam. Bon, personnellement, je ne le connais pas, mais j'ai eu la chance d'interagir avec certains de ses proches. Mais aussi, je l'ai suivi dans son discours. Et je me rappelle sur un média de la presse, avant le 19 août, j'attirais l'attention sur une chose, que Tipeee, c'est un bon orateur. Il mobilise très bien. Mais il doit savoir revoir son discours parce que quand ça va prendre, c'est difficile de donner d'être pragmatique face à une masse. C'est ça, en fait, le véritable enjeu. Vous avez beau communiquer, quand la masse est mobilisée, si vous ne lui donnez pas concrètement ce qu'elle veut, elle peut à un moment donné se retourner contre vous. Et là, quand je vais avec le recul aussi, je dirais que Tipeee a été très subtil. Quand il a compris que ça le dépassait, il est allé chercher, il a appelé au secours. Il est allé chercher son grand frère Fabre, comme il a dit. Après, avec son grand frère Fabre, ils sont allés chercher tous les autres pour former aujourd'hui cette C14. Donc, de ce côté aussi, l'homme a été très subtil. Il n'a plus voulu porter seul la lutte, mais il a voulu répartir le poids de la lutte sur tous les acteurs qui sont impliqués dans cette dynamique. C'est vrai que Tipeee Akadam a participé à plusieurs émissions radio et un grand orateur, comme vous venez de le dire. Mais est-ce que c'est seulement ça qui a pu mobiliser autant de personnes derrière lui, notamment sur ce 19? Oui, c'est d'abord son travail qui a permis cette notamment à l'extérieur, parce qu'on n'a pas compris qu'en Allemagne, notamment, les gens se soient mobilisés autant. Même à l'extérieur, Tipeee a fait un travail. Ces meetings ne se sont pas arrêtés qu'à Lomé. Tipeee était aussi avec la diaspora, il a beaucoup fait là-bas. Et selon beaucoup de gens aussi, c'est la diaspora qui l'a rassuré, qui lui a apporté l'appui nécessaire pour qu'il revienne continuer le travail sur le terrain. Donc, on peut dire qu'il a joué aussi sur ce plan qui est celui de mobiliser la diaspora togolaise. C'est vrai qu'elle a plusieurs sons au niveau de la diaspora, mais quand même, tous étaient réunis autour de cette formule aussi qui consistait à parler du vote de la diaspora, qui est aussi un autre débat. Parce que quand je vois le vote de la diaspora, je vois un pays comme l'Allemagne, je reste toujours inquiet parce que la plupart des Togolais qui sont en Allemagne ont finalement renoncé à leur nationalité. Je me demande comment est-ce que ce vote se fera aussi. C'est un autre enjeu auquel il faudra penser. Donc, il a fait avec la diaspora toute une mobilisation et dans une mobilisation, vous montrez à tout un chacun quel est son intérêt. Vous savez, nous qui faisons un peu partie de la diaspora, nous savons combien nous envoyons dans ce pays. Et nous savons ce à quoi ça peut servir si les mécanismes de gouvernance existaient. On pouvait investir nos argents dans autre chose que de chercher à régler des problèmes sociaux tout le temps. Parce que ce n'est pas avec les problèmes sociaux qu'on développe un pays, mais c'est avec des investissements de capitaux pour la production. Malheureusement, toute la diaspora togolaise envoie l'argent au pays pour régler des problèmes sociaux parce que le filet social n'existe plus. Le filet social n'a pas pu être géré comme il le faut par le gouvernement. Donc,
on a montré à la diaspora ce qui l'intéressait. Et la diaspora, pour pouvoir parler, a besoin du droit de vote. C'est aussi un moyen pour elle de s'exprimer. Donc, Tipi le leur a proposé. Je vais me battre pour que le vote de la diaspora devienne effectif. Et ça, aujourd'hui, on peut dire que la feuille de route de la CEDEAO le dit clairement, il faut matérialiser le vote de la diaspora. Vous revenez à l'interne. Le problème, quand je l'ai dit tout à l'heure, il y avait, après plusieurs activités de la CVJR et autres, tout ça, il y avait la commission des réformes pilotée par Mme Awanana qui faisait le tour du pays. Et que l'on soupçonnait cette commission de vouloir ramener le compteur à zéro. L'on soupçonnait cette commission de vouloir proposer un texte de loi qui pouvait amener à une nouvelle république et ferait l'avantage du prince, entre guillemets. Donc, il y a tous ces éléments qui étaient contestés par la base. La base a envoyé un message et Tipi a su prendre le message au plan national, le message au plan international, pour constituer une plateforme mobilisatrice qui permette quand même d'envoyer un message au pouvoir et de lui dire, depuis l'APG, vous savez que l'APG aussi c'est le 20 août. Oui, c'est le 20 août. Le 20 août, voilà. Donc, depuis l'APG, 20 août 2006, jusqu'à la veille, le 19 août 2017, donc pratiquement 11 ans, Faure Gnassingbé n'a pas tenu parole. Faure Gnassingbé n'a pas respecté ses engagements. Et tout ça aussi, ce sont des éléments qui exaspèrent les gens. Parce que il faut qu'on se dise une vérité. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005 dans des conditions que nous n'allons pas rappeler ici. Mais les gens se sont dit, il faut préserver la paix, il faut préserver le pays. Et on est allé à l'accord politique global. Donc, normalement, les gens se disaient, au plus tard 2007-2008, l'APG devait être vidée totalement. Malheureusement, les points les plus cristallisants de l'APG ne l'ont jamais été. Le pouvoir a joué sur les émotions, a joué tantôt, a fait le dilatoire. Et tout ça aussi, ce sont des éléments qui font que progressivement, ceux qui accordaient un bénéfice du doute à Faure Gnassingbé en disant qu'il est peut-être de bonne foi, ont commencé par être désespérés. On commençait par se dire, mais il faut qu'on agisse, sinon ce monsieur ne fera rien. Et vous allez plus loin, dans la foulée du 19 août, vous allez voir même à l'international, vous avez vu des gens comme le président Obasanjo. Vous l'avez suivi, ses réactions par rapport à la situation togolaise. Même le président Rawlings. Vous sentiez que c'était des gens qui étaient un peu frustrés vis-à-vis du comportement de Faure Gnassingbé. Quand vous retournez en arrière, en 2006, Obasanjo, comme aujourd'hui nous le souhaitons avec Buhari, Obasanjo était l'élément, le pivot qui a fait stabiliser la crise togolaise. C'est lui qui a pris des dispositions pour que ça s'arrête. Donc, ce qu'il a fait en pensant sauvegarder la paix, et quand il voit que le jeune, entre guillemets, continue pas à roubler les gens, il s'est indigné comme beaucoup de gens. Est-ce qu'il roublait en réalité les gens? Puisque au niveau du pouvoir, sur la mise en œuvre effective des recommandations de l'APG, par exemple, du côté du pouvoir également, on pointe du doigt un certain nombre d'actes posés par l'opposition et qui n'ont pas contribué forcément à ce que tous les termes de cet accord ne soient mis en œuvre. Alors vous savez, ce matin, j'étais en train de réfléchir et je vais faire une transposition d'une conclusion à laquelle je suis arrivé. C'est-à-dire, nous les êtres humains, parfois nous savons ce que nous devons faire. Mais nous passons le temps à chercher des arguments pour ne pas le faire. C'est-à-dire, l'enjeu, il est de taille. Vous avez vu un Faure Gnassingbé arrivé en 2006 qui disait « Mon père, c'est mon père ». Et vous avez vu un Faure Gnassingbé au lendemain d'août 2017 qui disait maintenant « Je suis le fils de Yadema, je l'assume ». C'est-à-dire, quand on joue sur les circonstances, on joue sur les situations, il y a toujours problème. Et quand moi je vais plus loin, aujourd'hui, quand je vois le Premier ministre et les autres aller marcher pour dire qu'ils réclament la limitation du mandat, je me pose deux questions. La première question, est-ce qu'ils ont pris conscience qu'il faut limiter le mandat parce qu'ils voient que Faure Gnassingbé en abuse? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quand vous prenez conscience de la nécessité de limiter le mandat, et au lieu de poser les actes conséquents, vous dites maintenant qu'on va limiter le mandat, mais on va mettre son application à une date ultérieure parce que X doit reprendre la course et continuer. Ça ne sonne pas. Nous allons revenir à ce 19 encore, parce que ce 19, au soir, il y a eu cet appel, et vous
faisiez allusion justement à cet appel lancé par Tipi Atchadam à l'endroit de son grand frère Jean-Pierre Fabre. Mais beaucoup avaient été surpris par cet appel parce que ils n'ont pas compris que très tôt, celui qui a pris le devant, dans certains milieux, on dit qu'il se soit très vite dégonflé. Bon, est-ce qu'il s'est dégonflé? Je ne pense pas. Vous savez, je continue pas à dire. Il était surpris par l'ampleur des événements. C'est vrai que de mon analyse, je dirais qu'il a été surpris, mais il avait un plan B. Et il n'a fait que activer son plan B quand le plan A a commencé par avoir des problèmes. Le plan B, c'est-à-dire faire appel aux autres? Faire appel aux autres. Et vous savez... Et si les autres refusent? Non, sincèrement, hein, Pierrot, sincèrement, si le 19 août n'avait pas été un succès, vous pensez que Jean-Pierre Fabre aurait eu de la considération pour Tipi Atchadam, un opposant? Je ne le pense pas. Vous pensez que si le 19 août n'avait pas été un succès, tous les autres anciens partis, pour ne pas dire vieux partis de l'ère démocratique, auraient considéré le PNP ou bien seraient à la même table que le PNP? Je ne le pense pas. C'est-à-dire Tipi est entré en scène et les a appelés avec un bilan. Et les gens ont vu ce qu'il venait de réaliser. C'est un coup de maître. Alors, il n'avait même pas d'alternative. Je vous ai dit tout à l'heure que le 19 août, ce ne sont pas seulement les militants du PNP qui sont sortis. Il y avait des Togolais de différents bords politiques qui sont sortis parce que les problèmes qui faisaient partie et qui étaient donnés les intéressaient aussi. Donc, il est même difficile. Vous allez voir qu'au début, les gens n'ont pas voulu se mettre dans une dynamique d'ensemble en tant que tel. C'est l'ANC qui a répondu premièrement en essayant de gérer. Mais tous les autres partis ont fini par rallier. Non pas parce que c'était la bonne chose à faire, mais ils n'avaient pas le choix parce que même leur base au sein des différents partis, le message était clair. Laissons la politique politicienne et apportons notre appui à cette nouvelle dynamique. C'est vrai que certains sont venus en disant « Moi, je ne veux pas faire partie d'une alliance, je veux être là au même titre que les autres. » D'autres sont venus avec des noms de groupes. On a vu le groupe des 6, on a vu Norma Cap 2015, on a vu d'autres partis qui sont arrivés. Mais à un moment donné, on est resté dans la dynamique. Il y a 14 partis autour de la table. On n'est plus dans ces affaires de coalition et autres. Donc, les gens sont venus pour affirmer leur présence. C'est-à-dire, ils ne se sont pas limités seulement au regroupement dans lequel ils étaient pour dire c'est le regroupement, quelqu'un à la tête du regroupement qui va discuter. Non. Tout le monde est venu pour discuter et s'engager dans cette dynamique. Donc, ils n'avaient même pas le choix. Tipi a fait ses preuves et sur la base de ses preuves, il devait l'accompagner, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Tipi Atchadam n'avait pas le choix que d'appeler les autres et que les autres n'avaient pas le choix que de rallier son appel. Son appel. En réalité, c'est ce que vous l'avez dit. Oui, oui. Au cœur de la contestation, vous savez qu'il y a une liste de revendications. Quand vous alliez à ces manifestations à cette époque, il y avait la réclamation du départ du chef de l'État, le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora, les réformes, ainsi de suite. Dans certains milieux, on a jugé certains points de ces réclamations irréalistes. Avec le recul, quel regard portez-vous sur toutes ces réclamations qu'on entendait dans ces manifestations? Je pense que nous étions de ces voix qui au début disaient sur certains points, pardon, il ne fallait pas exagérer, il faut aller de l'avant. Prenons le point du départ du chef de l'État. Vous savez, il y avait deux versions. La version de Tipi Atchadam qui dit ou bien vous nous donnez, vous nous rétablissez la constitution de 92 et le vote de la diaspora, ou bien vous partez. Et nous avons la version de Jean-Pierre Fabre qui disait nous n'avons pas à aller discuter. La seule chose dont nous pouvons discuter, ce sont les modalités du départ du chef de l'État. Et vous avez la version de Maître Agboibo sur RFI à l'époque, que beaucoup ont lynché médiatiquement, qui disait qu'il fallait aborder cette question du départ du chef de l'État dans un autre cadre plus approprié. Donc, déjà, c'est comme ça que nous analysons la C14. Il y avait plusieurs tendances. La préoccupation majeure, c'était obtenir les réformes, mais il y avait des points que d'aucuns, les uns et les autres, trouvaient un peu exagérés, même en leur sein. Prenons mon frère Jerry Tama, qui au début aussi participait à ces marches avec son parti, mais qui par moment, en voulant spécifier ou bien clarifier certains points, a été obligé de se mettre en retrait parce qu'il n'était plus
le bienvenu, parce que peut-être critiquant trop ou pensant trop. Donc, ce qui s'est joué aujourd'hui, c'est-à-dire quand nous prenons la feuille de route de la CEDEAO aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a deux éléments importants. La limitation de mandat. L'élection, le mode de scrutin à 2 tours, que les gens trouvaient pertinent. Mais au même moment, à l'époque, on était de ceux qui disaient on ne peut pas arriver seulement à une alternance si on se contente de prendre juste des réformes à tendance électoraliste. C'est-à-dire les 2 tours, la limitation de mandat, il faut quelque chose pour les amener. Et c'est là où moi je salue, on y reviendra peut-être, je salue la feuille de route de la CEDEAO. La CEDEAO, tout en concédant ces 2 points que le chef de l'État et les siens avaient déjà proposés le 5 septembre à l'Assemblée nationale, a ajouté 2 points plus intéressants. Un point sur le point 38D qui a trait à la Commission électorale nationale indépendante. N'empêche les interprétations que les gens en font, il faut que cette CENI soit revue et que cette CENI soit constitutionnalisée. La CEDEAO a été claire sur ça. Le deuxième élément, vous savez, dans le cadre d'un processus électoral, les organes de gestion des élections ne sont que une étape intermédiaire. Le dénouement, c'est la Cour constitutionnelle. Et la CEDEAO aujourd'hui aussi dit, sur cette Cour constitutionnelle, il y a lieu de la recomposer et de revoir la durée du mandat. Donc ça veut dire qu'il y avait certains points qui pouvaient être des points mobilisateurs. Personnellement, quand vous me parlez de rétablissement intégral de la Constitution de 92, je ne suis pas d'avis parce que, en tant qu'analyste, je me dis une Constitution, elle est à l'épreuve du temps. Il y a des fondamentaux de la Constitution de 92 qui peuvent être rétablis. C'est ceux sur la limitation du mandat, c'est ceux sur les élections, les modes de scrutin. Et même cette mode de scrutin, il ne faut pas que ça se limite à la présidentielle. On peut même la faire pour les législatives. Parce que même si en 2007, on a fait comprendre aux uns et aux autres qu'il fallait aller à la proportionnelle parce que ça allait changer quelque chose, avec le recul, vous voyez que la proportionnelle n'a fait que créer un parti, une assemblée nationale de 4 partis politiques, mais en réalité de 2 partis majoritaires. Donc, il faut revoir tous ces aspects. Donc, sur la feuille qui permettait la mobilisation au niveau de la C14, on a voulu satisfaire à tout un chacun en mettant ce qui pouvait plaire à tous les partis pour mobiliser. Mais sur la réalité et sur la pratique du terrain, il est évident qu'il y a plusieurs points qui doivent faire l'objet d'une revue. Donc, tout n'était pas rose. Vous nous écoutez à Pyramide FM 105.5. C'est le D12 avec comme invité le politologue togolais Madi Diaba Kate. Et le pouvoir a réagi et vous aviez fait allusion à ce projet de loi introduit en début septembre, mais le pouvoir a également, ou les partisans du pouvoir ont également manifesté dans les rues. On a constaté que ces manifestations n'ont pas traîné puisqu'elles ont été suspendues par la suite. Est-ce qu'à cette époque, c'était des réponses justes et appropriées, notamment le projet de loi, notamment les manifestations pour la préservation de la paix au Togo? Bon, déjà les marches, elles étaient surprenantes. Elles étaient surprenantes. On a eu l'impression qu'on était dans une dynamique de réponse du berger à la bergère. Et ça a été plus aperçu ou bien analysé par des gens comme nous comme une panique au sein du pouvoir. C'est comme cela que nous l'avons apprécié. La deuxième chose, c'est que le pouvoir très vite a vu que ces marches ne mobilisaient pas. Contrairement à la dynamique de la C14, qui aussi, bien sûr, avec le temps s'essoufflait parce que la population en avait marre. Mais très tôt, le pouvoir a compris que ça, il ne pouvait pas aller sur ce terrain. Le terrain était très glissant, celui des mobilisations et des manifestations. Donc, ils ont changé de stratégie. Et la stratégie changée par le pouvoir réconforte certains dans leurs doutes vis-à-vis de ce pouvoir. Parce que le pouvoir est retourné dans une stratégie qui vise à une reconquête du terrain et à une solidification de leur base. Et cette stratégie a été amorcée avec subitement, en pleine crise, on se rappelle que le parti UNIR n'avait pas d'instance et qu'il fallait aller à un congrès, qu'il fallait structurer le parti. Et le chef de l'État, Achevi, a dit que la solution est en nous. Effectivement, la solution est en eux. Mais est-ce que c'était la meilleure qu'ils utilisaient? Le temps nous le dira. Donc, ça veut dire que le pouvoir a montré des signes qui ont permis à l'opposition de se dire qu'elle est sur la bonne voie.
Et l'opposition était tellement contente de voir ces signes qu'on a vu Jean-Pierre Fabre s'emporter et dire qu'il est désormais derrière la masse au lieu d'être devant la masse. Et c'est ça aussi qui a joué à un moment donné, parce que quand quelqu'un sent que vous êtes vraiment derrière lui ou contre lui, il se braque. Et c'est ce que le pouvoir a fait à un moment donné en disant: la meilleure façon de couper l'herbe sous le pied de mon opposition et de montrer à la communauté internationale que je suis de bonne foi, c'est d'envoyer à l'Assemblée nationale un texte qui reprend leurs desiderata. Et en faisant ça, ils étaient au moins sûrs que l'opposition allait boycotter, parce que c'est sciemment qu'on n'a pas mis le bout de phrase en aucun cas. Et si vous vous rappelez, la proposition introduite par le gouvernement en 2014 et rejetée par la majorité, qui était toujours le même parti, avait ce bout de phrase en aucun cas. Donc, quand vous analysez tout ça, vous comprenez que l'enjeu vraiment du pouvoir, c'était, il a paniqué, mais progressivement, il voulait se stabiliser, mais il n'a pas envie de lâcher les choses. L'intervention du chef de l'État durant cette crise, sa gestion de la crise, elle est regardée de près dans certains milieux. Le chef de l'État, notamment à Thiévier, a dit que la solution c'est avec le parti. Ça fait quand même des mois que ce congrès a eu lieu, mais visiblement la solution elle tarde à se matérialiser. Non, ce congrès a eu lieu et vous verrez visiblement que tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est de créer des antennes pour le parti, c'est de s'implanter à la base. Donc peut-être que c'est un processus pour aboutir à quoi, je ne sais pour le moment, mais c'est un processus qu'ils ont enclenché sciemment. Donc c'est peut-être là la solution. Mais au-delà de ça, aussi la communication du chef de l'État a été très subtile. Vous avez vu, face à tous, il y a eu, malheureusement, je me reproche d'ailleurs à ce moment de ne pas avoir en début d'émission demandé le repos de l'âme à tous ceux qui sont morts au cours de cette crise. Et j'en profite pour le dire. Mais vous avez vu que face à tout ça là, le chef de l'État, il est allé s'indigner devant les militaires. Tous ces Togolais qui sont morts, c'est devant les militaires qu'il s'est indigné. Et c'est devant les militaires qu'il a promis que justice sera faite. Ça aussi, ça dénote d'une façon de voir les choses et qui réconforte les sceptiques qui se disent il veut avoir l'empathie de l'armée, il veut afficher son empathie vis-à-vis de l'armée et les rassurer qu'il est derrière eux et par ricochet mettre son armée face à son peuple. C'est ce qui s'est passé dans la communication du chef de l'État. Quand vous le revoyez dans sa sortie dans Jeune Afrique également, il est resté ferme dans cette dynamique. Il est même allé jusqu'à dénigrer son allié de 2010, qui était Gilles-Christ Olympio. Bref, c'est aussi pour nous des analystes, des signes qui montrent que l'intéressé est conscient de la situation, mais il continue pas à se convaincre qu'il peut, à un moment ou un autre, avoir une baraka et jouer en sa faveur. Alors que l'enjeu aujourd'hui, quoi qu'on dise, Faure Gnassingbé aura beau faire quoi que ce soit, pour beaucoup de Togolais, il s'appelle Gnassingbé. Et le nom Gnassingbé reste attaché à sa personne. Et reste aussi une préoccupation de l'histoire politique du Togo indépendant. Et aujourd'hui, vous allez voir l'opposition aussi très paresseuse ne se limite qu'à dire que c'est quand ça suffit. Parce qu'on sait que ça mobilise. Il incarne cette continuité, ces cantonnaires. Et ça fait que tous les efforts qu'il fera ne seront pas appréciés tant qu'il ne va pas enclencher un processus qui permette de départir le pouvoir d'État de la famille Gnassingbé, mais aussi de créer de nouvelles bases pour un renouveau démocratique. Pourquoi parlez-vous d'une opposition paresseuse? Non, je parle d'une opposition paresseuse parce que on ne mène pas la lutte seulement avec des slogans. Il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, quand ça suffit, ce n'est pas un moyen pour moi, à mon avis, pour amener quelqu'un à comprendre l'enjeu du combat que vous faites. Donc, sur certaines choses, l'opposition peut aller de l'avant, l'opposition peut mieux proposer. Mais si l'opposition se contente juste d'avoir de quoi mobiliser le peuple, ça ne suffit pas. Vous vous rappelez des discussions qui ont fuité où les uns et les autres disaient mais le président Nana Akufo-Addo a demandé aux leaders de l'opposition, vous voulez qu'on revienne à la constitution de 92, on fait comment? Et selon les uns et les autres, personne ne répondait. C'est à ça aussi qu'on apprécie parfois
la qualité d'une opposition. Ce sont des sujets sur lesquels l'opposition doit travailler. Ce sont des sujets sur lesquels l'opposition doit montrer que, au-delà du fait de revenir à la Constitution de 92, quels sont les enjeux pour ce pays? Au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de la non-candidature de foi ou autre, qu'est-ce que la CEDEAO a à prendre en compte pour que le Togo ne devienne pas comme les autres pays de l'espace qui sont déjà problématiques? Donc c'est aussi là où on veut voir l'opposition travailler. Ce n'est pas seulement dire que le peuple est derrière nous. Le pouvoir ne s'exerce grâce au peuple, mais ce n'est pas seulement ça qui compte. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Aujourd'hui, avec la feuille de route de la CEDEAO, vous comprendrez que les chefs d'État ouest-africains nous ont mis dans un canevas. Et les gens auront du mal à s'en sortir parce que du moment où on s'en sort, ça veut dire que on rentre en conflit ouvert aussi avec ces chefs d'État sur lesquels on comptait à un moment ou un autre pour nous appuyer. Dans la crise togolaise, aujourd'hui, les chefs d'État n'ont pas voulu d'un gouvernement de transition parce que les uns et les autres se disent, ben, ça veut dire que si chez nous aussi l'opposition arrive à faire 3 mois de manifestation, on va nous dire de partager le pouvoir. Donc, sachons aussi que dans ce que nous faisons au Togo, et pour lequel les autres sont là, au même moment où ils pensent à régler le Togo, ils pensent aussi à éviter des précédents qui pourront les desservir dans leur pays. Donc, il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels je me dis, l'opposition, au lieu de dire que l'heure est seulement aux marches, l'heure est seulement à la mobilisation, l'opposition doit réfléchir autrement et agir sur plusieurs points. L'opposition dit qu'elle n'est pas une alliance électoraliste, le C14, pris comme ça. Est-ce que vous pensez qu'ils auront la possibilité d'avoir des propositions concrètes à donner au peuple, notamment en oubliant de temps en temps les slogans que vous aviez? Oui, mais justement, c'est aussi aujourd'hui un tournant. Je suis de ceux qui pensent que la feuille de route de la CEDEAO, on aura beau se batailler, tout ça, un de ces matins, on ira aux élections législatives. On finira par trouver une solution et on ira à ces élections. Mais si l'opposition aujourd'hui ne réfléchit pas à aller à ces élections en dynamique communautaire, sur la base des 14 et même plus, et qu'on continue pas à réfléchir qu'on est juste une alliance de circonstances, souffrez de voir au lendemain de ces élections des élections similaires à celles qu'on a eues en 2007. Les législatives en 2007, personne n'a bronché, mais le résultat, il est là. Au-delà du découpage qui a joué en faveur du parti au pouvoir, il y avait les divisions internes entre Agboibo qui était à la primature et J-Chris dont les siens ne l'ont pas eu, qui ont passé le temps à se mitrailler. Tout cela a joué au profit du pouvoir. Donc quand aujourd'hui on va même à une élection où la C14 n'est plus à même de parler d'une seule voix, il ne faut pas être surpris de la déconvenue qu'on aura à la fin. Donc ça veut dire que l'opposition, justement, c'est cette paresse qu'il faut que les gens arrêtent. Cette paresse qui consiste à dire que nous sommes juste une alliance, non. Il faut aujourd'hui qu'au-delà de cette alliance, on envisage mener les actions comme il le faut. Vous avez vu au Mali, où le chef de file de l'opposition est sorti deuxième aux élections, mais qui n'a pas bénéficié du soutien du troisième ou du quatrième, qui sont tous présumés être de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on sera surpris que Ibeka soit élu pour un deuxième mandat? Là, c'est une incitation à l'unité ou à la... C'est un sage conseil que je leur donne. Parce qu'au-delà de la coalition des 14, il y a d'autres partis politiques également de l'opposition. C'est pourquoi je dis qu'il faut envisager même une unicité électorale au-delà des 14. Aujourd'hui, au moins, les 14 sont un acquis qu'il faut consolider. Maintenant, les autres aussi, on peut travailler en ce sens et les amener à la barque. C'est possible. Dans un instant, nous regarderons si en termes de bilan, et s'il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Dans certains milieux, on estime que le seul acquis, pour l'instant, c'est le C14 ou la C14. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là. Bon, puisque les réformes et compagnie n'ont pas encore été réalisées, même depuis le 19 août, il y a quand même la coalition des 14. Non, vous savez, je dirais, c'est vrai que Tipi a permis avec le 19 août d'avoir une opposition unie et qui agit en équipe. Hein. Mais au-delà de ça aussi, beaucoup de Togolais ont compris que le régime, on pouvait l'amener à céder sur certains points. Ça, c'est un véritable acquis. C'est-à-dire, aujourd'hui,
c'est les gens qui, au prime abord, ont dit on veut limitation de mandat au moment où le régime traînait le pied. Et maintenant, aujourd'hui, c'est le régime qui crie. Moi-même, je suis pour la limitation des mandats. Et si les gens ne sont pas pressés, je veux même aller au référendum pour le matérialiser. Donc, il y a plusieurs niveaux où il y a eu la satisfaction. Peut-être qu'on ne peut pas l'apprécier de façon visuelle, mais psychologiquement même, les Togolais ont une façon de voir les choses aujourd'hui. Aujourd'hui, vous arrivez dans des milieux comme Mango et autres, il y a une façon de voir les choses. Ça aussi, c'est un déclic du 19 août. Ça a permis de voir les choses autrement. Vous allez aujourd'hui dans d'autres milieux, les gens ont compris qu'on pouvait désormais faire des manifestations un peu partout au Togo sans craindre. Des gens ont même voulu montrer qu'à Kara aussi, il y avait cette envie de faire changer les choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé et les réponses apportées par le gouvernement, parfois peut-être de façon maladroite, ont permis aux uns aux autres de savoir que quelque chose s'est passé après le 19 août. Nous parlerons dans un instant de la suite, c'est-à-dire après les manifestations, les toutes premières du 19 août, et puis aussi nous parlerons du Mali avec l'élection contestée de Ibrahim Boubacar Keïta, et puis également de la disparition du Ghanéen Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Et comme le veut la tradition, à partir de cet instant, nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission 2 numéros 72 43 09 72 et puis 96 50 34 37. Un premier auditeur. Je rappelle également que notre invité c'est Madi Diabakate. Il est politologue et il intervient au niveau du système des Nations Unies. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Monsieur Maglo, vous êtes en direct, allez-y. Ma question va à un politologue. Vous savez, les Togolais veulent l'alternance. Et pour bon nombre de Togolais, ce n'est pas tellement là. Le départ de bon, qui est leur problème. Par contre, il faut faire partie de ces États qui ont remplacé leur papa, leur père, depuis sa papa. Et par acharnement, lorsqu'on se transporte en Afrique centrale, et les dinosaures, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Comment ça s'appelle? Kabila, le fils de Kabila, a finalement décidé son destin. Bon, il avait gardé le silence pendant longtemps, comme le père fort. Est-ce que le politologue que vous êtes, est-ce que Fort vous réserve aussi cette Merci. Merci Maglo. Oui, je pense que la conclusion de Maglo au niveau de sa question me rassure le plus. Parce que, vous voyez, il y a une préoccupation que nous devons avoir en tête. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans un contexte national et international où il y a des textes qui régissent beaucoup de choses. Aujourd'hui, les coups d'État ne sont plus tolérés. Aujourd'hui, les révolutions par la rue sont contrôlées d'une façon ou d'une autre. On veut des changements à la tête de nos États à travers des élections. Donc, la première des choses aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un cadre électoral qui nous permette d'avoir ces changements. Maintenant, quand vous vous félicitez de la désignation d'un dauphin de Kabila, en français politique, nous dirons que c'est comme si Kabila, c'est lui le problème, il est parti et il amène quelqu'un d'autre qui le remplace. C'est comme cela que beaucoup de gens le voient. Mais il faut se dire aussi une chose. Est-ce qu'on veut un départ juste pour un départ ou bien on veut un départ qui permet de changer profondément les choses? Donc, aujourd'hui, il faut juste chercher les conditions d'élection qui permettent, même s'il faut que Gnassingbé n'est pas candidat, qu'on puisse avoir un président togolais élu qui soit vraiment à l'abri de toute contestation, qu'il vienne de l'opposition ou qu'il vienne du pouvoir. Maintenant, en tant qu'analyste, moi je le répète toujours, je pense que Faure Gnassingbé n'est pas obligé, certes, par la loi, mais il a une question d'éthique qui est en jeu. Et l'éthique aurait bien voulu que Faure Gnassingbé se dise que même si la loi ne m'empêche pas, moi-même, je dois m'en empêcher parce que la loi que je demande la limitation des mandats à 2. J'en ai déjà fait 3. À quoi ça sert de faire un 4e? Alors, deuxième auditeur, bonjour. Oui, allô, bonjour, deuxième auditeur.
On vous appelle comment? Comme vous êtes en direct, allez-y. Bonjour, monsieur Komi. Merci, Komi. En fait, vous voyez, s'agissant de la CENI, moi je me réfère au point 38D de la feuille de route et il est clair à mon avis qu'aujourd'hui la première chose c'est de constitutionnaliser la CENI. Et quand on parle de constitutionnalisation de la CENI, il faut parler du mode de désignation des membres et de leur fonctionnement. Donc aujourd'hui la CENI que nous avons en réalité, c'est une CENI qui découle des recommandations de l'APG. Et c'est là où il y a tout le problème. Parce que, au-delà du fait qu'à un moment donné, on a vu l'opposition traditionnelle, c'est ce qu'on disait à l'époque de l'APG, l'opposition traditionnelle prendre une partie des postes, on a vu le parti au pouvoir prendre une partie. Après, il y a eu des gymnastiques, parmi lesquelles je condamne le plus souvent, celles qui consistaient même à dire qu'il y aura les partis et la société civile, une société civile proche du pouvoir, une société civile proche de l'opposition. Ce sont des aberrations. S'agissant des partis politiques extra-parlementaires également, ce sont des aberrations parce que les partis politiques extra-parlementaires aussi, on a dit deux tendances, l'une proche du pouvoir, l'une proche de l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, cette feuille de route est une occasion de remettre à plat et de dire ce qu'on recherche réellement. Et je l'ai dit sur plusieurs interventions, je suis de ceux qui restent convaincus que, tel que la CENI elle-même, après les présidentielles de 2015, a formulé la recommandation, il faut aujourd'hui qu'on puisse passer à une CENI technique à côté de laquelle on peut avoir un cadre de concertation politique. Parce que ce qu'on a aujourd'hui, en réalité, à mon avis, c'est un cadre de concertation politique. Ce ne sont pas des gens qui peuvent organiser une élection. Donc, ça doit être revu, à mon avis. Et peut-être pour beaucoup, vous savez que l'organe de gestion des élections de l'Inde n'est composé que de 3 personnes pour 1 milliard d'habitants. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une affaire de nombre, c'est juste une affaire de garantie qu'il faut arriver à créer. Donc, il y a plusieurs possibilités. Quand vous prenez un pays comme la Centrafrique, on a à côté de la CENI technique qui est composée, je pense, de 7 personnes, on a un cadre de concertation politique qui est composé de 33 partis politiques, 33 tendances, qui est là et qui travaille avec la CENI, qui sert d'interface de cadre de discussion, mais la CENI elle-même, elle est composée de 7 techniciens qui ont été élus par ces 33 personnes suite à un appel à candidature en se basant sur les éléments importants dans l'organisation d'une élection. Et quand on parle d'élection, il y a d'abord le cadre légal qui est un élément important, il y a l'appui logistique qui est également un élément important, et aujourd'hui avec tout ce que nous avons comme fichier, il y a l'aspect informatique et technique. Ce sont là des qualités dont on a besoin pour constituer une CENI. Donc il faut aujourd'hui qu'on puisse amener le débat très loin au lieu de chercher à voir quel parti politique est représentatif ou non. Troisième auditeur. Allô? Bonjour. Bonjour, Taoufik. Oui, Taoufik, allez-y.
Bien, merci. Merci. Quand vous lisez la feuille de route, vous verrez que le point 38 pose les réformes à faire et ces réformes doivent conduire à des élections transparentes. Donc, c'est toujours la même chose. Les élections sont venues tomber dans une situation, mais les réformes restent la préoccupation de la feuille de route quand vous lisez le point 38. Maintenant, je vais peut-être faire une analyse simpliste. La CENI telle que nous la critiquons aujourd'hui, c'est de la même façon qu'elle a été composée en 2015. Et c'est de la même façon qu'elle a été composée depuis 2007. Sauf qu'aujourd'hui, par un jeu d'alliance, de nouveaux acteurs viennent prendre des places qui étaient réservées à certains. C'est là la véritable préoccupation. Maintenant, bon, pour moi, il y a aujourd'hui une loi sur le statut de l'opposition qui fixe clairement qui est de l'opposition ou qui ne peut pas être de l'opposition. Donc, on ne peut pas dire que quelqu'un est soi-disant opposant. Tout dépend du parti et de sa posture et de la loi. Donc, si un parti se réclame de l'opposition, il l'est. Maintenant, si on ne l'approuve pas, ça c'est un autre débat. Mais je pense que sur ça aussi, il faut que de temps en temps nous attirons l'attention. Nous avons une loi qui porte statut de l'opposition, dans laquelle on a un chef de file de l'opposition. Et cette même loi, c'est vrai qu'il y a des redondances dedans, mais les autres aussi se réclament de l'opposition parce que la loi le leur permet aussi, mais leur conviction aussi le leur permet. Donc, le véritable enjeu aujourd'hui, il faut juste garder en tête que nous devons faire les réformes. Ces réformes de façon concertée. Parce que vous verrez que dans la feuille de route, à partir du point 41, si j'ai bonne mémoire, le point 42, d'abord la CEDEAO demande aux uns et aux autres de se conformer à la constitution togolaise. Et au point 41, on salue l'engagement de l'opposition togolaise à continuer les discussions. Et la CEDEAO recommande de continuer le dialogue. Donc ça veut dire en réalité que la CEDEAO n'a fait que nous donner maintenant l'agenda ou bien les points à l'ordre du jour du dialogue à discuter concrètement. Donc c'est sur ça qu'il faut mettre aujourd'hui l'attention des politiques. Un autre auditeur, après Taufik. Allô? Bonjour, Kanidek. Comment allez-vous? Okay, allez-y. Bonjour, monsieur Kanidek. Oui. Bien, merci Kanidek. Sur la première. Merci beaucoup. La date du 20 décembre. Je vais plutôt commencer avec ce que j'aimerais juste rassurer mon frère Kanidek, c'est que les musulmans ont déjà confié ce problème à Dieu qui se chargera de le régler parce qu'il a été le premier offensé. Nous ne sommes que de simples citoyens. Nous sommes là pour implorer Dieu pour qu'il pardonne nos péchés. Donc les autres aussi qui sont auteurs de ces actes en discuteront avec Dieu. Donc il peut se rassurer. Toutes les mauvaises intentions cachées derrière ces choses ne produiront pas parce que personne ne leur accordera de l'importance. Revenant sur la date du 20, je reste convaincu que dans toute approche de sortie de crise, on essaie toujours de fixer des dates pour que le processus ne s'enlise pas. C'est-à-dire, techniquement, pour aller aux élections le 20, il y a plusieurs choses à faire. Et comme je le dis, il y a le point 38 d'abord à régler. Donc si le point 38 est réglé et toutes les étapes sont chronométrées et qu'on peut faire les élections le 20, chacun dira Dieu merci. Mais si on ne peut pas le faire, je pense qu'on ne fera pas de la magie. Et l'autre chose aussi, c'est que la CEDEAO ne va pas à chaque fois qu'un Togolais tousse venir parler. Non. La CEDEAO, la commission a été instruite de veiller à l'application de la feuille de route et la commission y travaille.
Il y a également des planifications qui sont déjà faites. Les partis politiques ont été approchés et les prochaines rencontres ont été déjà projetées. Donc, je pense que d'ici là, la meilleure des choses à faire pour les différents acteurs togolais, c'est de voir concrètement, lorsque la CEDEAO sera là, sur ces différents points, qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement. Aujourd'hui, on nous parle de revoir la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, à la prochaine réunion de la Cour constitutionnelle, je veux que l'opposition arrête la paresse et vienne... pas de la Cour constitutionnelle. Oui, déjà de la Cour constitutionnelle. Dites à la prochaine réunion de... Ah, ok, à la prochaine réunion du comité de suivi, que l'opposition arrive avec une proposition claire sur comment recomposer la Cour constitutionnelle. Mais il faut aussi garder en tête que cette proposition doit permettre de tomber d'accord de chaque côté. Il ne faut pas juste la voir, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons une perception. Dans les institutions d'appui à la démocratie que nous avons dans notre constitution, on s'est borné à vouloir refléter l'image de la composition de l'Assemblée nationale dans toutes ces institutions. Alors qu'en réalité, ce sont des institutions foncièrement techniques et qui ne sont pas en principe à politiser. Donc, il faut qu'on réfléchisse à tout ça et qu'on fasse une proposition concrète qui permette aux uns et aux autres d'aller de l'avant. Vous voulez dire que les institutions comme la HAC, la CENI et autres sont totalement politisées? Mais il n'y a pas de débat. Vous savez, prenez la HAC aujourd'hui. Nous avons tous vu les conflits à la suite de la nomination des membres, au point où des commissaires sont arrivés à la HAC comme soi-disant représentant l'opposition, comme soi-disant représentant le pouvoir. C'est dangereux. La HAC, c'est pas ça. C'est pas l'objectif pour lequel la HAC a été mise en place. Vous prenez d'autres institutions comme la Cour des comptes et autres. On les a mises à l'image de notre nature politique de l'Assemblée nationale. Normalement, c'est pas ça. Dans certains pays, c'est plutôt l'occasion de revoir dans notre administration, de revoir dans nos ressources humaines que nous avons dans le pays, les personnes qui ont les qualités, les vertus pour siéger et faire le travail comme il faut. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au Togo à une étape où, lorsqu'une élite ouvre la bouche, on vous dit que c'est une élite de l'opposition ou une élite du pouvoir. Il faut qu'on cesse ça. Il faut arriver aujourd'hui à dépolitiser les choses et à amener les gens à travailler comme cela se doit. Ça passe par deux choses. Laisser l'indépendance à ceux qui seront choisis, mais aussi créer des mécanismes qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir travailler de façon indépendante. Vous vous rappelez en 2015 pour la présidentielle, à un moment donné, c'est le Parti UNIR qui est venu remplacer certains membres parce que n'étant pas trop vindicatif. Après, c'est l'ANC qui lui a emboîté le pas pour venir en remplacer d'autres parce que n'étant pas vindicatif. Et pourtant, on nous dit que c'est une commission électorale nationale indépendante. Des gens sont dans une commission indépendante, mais des partis politiques continuent par influencer leur façon de faire. Des partis politiques leur demandent des comptes au point où on peut les vider de là et venir mettre quelqu'un qui pourra faire le jeu. À partir de ce moment, ne soyez pas surpris quand vous voyez les gens en position de se bagarrer à la CENI. Ils ne sont pas là pour travailler, ils sont là pour défendre des intérêts. Et ce n'est pas ça en réalité. La CENI est chargée d'organiser des élections. Donc c'est sur ça qu'on désigne les gens pour aller. Et c'est par rapport à ça que les gens doivent travailler. Mais à force d'avoir politisé au point où un parti politique croit que quand tu es dans une institution, tu es à son service. Et si tu ne fais pas ce qu'il te demande, il peut aller te changer. Nous avons mis le pays en déroute. Allô? Bonjour. Oui, Traoré, allez-y. Merci Traoré. Bien, merci. Merci Traoré. Je pense que la posture la plus sage, c'est que la CENI arrête de faire cavalier seul en l'état actuel. Qu'elle attende clairement que le comité de suivi soit réuni et qu'on donne des orientations claires. Le bon sens voudrait que, une fois pour de bon, on mette fin à nos contentieux post-électoraux. Et pour y mettre fin, il faut d'abord que les élections soient préparées dans une certaine sérénité. Et ce n'est pas à cette allure qu'on va y arriver si la CENI continue par faire cavalier seul. Mais à suivre vos explications, tant que la CENI continue par être téléguidée, que les membres continuent par être manipulés, quelque part, est-ce qu'on n'aboutirait pas au même problème, aux élections contestées? Oui, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'approche consistant à revoir la CENI,
il faut penser à une formule qui permette à ces personnes de garantir leur indépendance. Vous savez, aujourd'hui, la CENI, en réalité, c'est sur une loi ordinaire qu'elle navigue, elle ne vaut rien. Elle n'a pas de force vis-à-vis de qui que ce soit. Mais constitutionnaliser la CENI, c'est une opportunité pour cette institution de pouvoir se mettre au même pied d'égalité que tout le monde, de pouvoir jouer son rôle comme il faut. Et en constitutionnalisant la CENI, on peut déjà réfléchir à comment faire pour que les politiques n'aient plus d'influence sur cette CENI. Ça veut dire que vous désignez quelqu'un, vous l'envoyez à la CENI, dès qu'il prête serment, il n'est plus d'aucun parti politique. Il a un mandat de tel nombre d'années, soit il est renouvelable, soit il n'est pas renouvelable, mais le cadre légal est clarifié. Vous voyez par exemple, le Bénin vient de faire une nouvelle charte sur les partis politiques. Et dans cette charte, il y a un élément qui m'a intéressé. Des membres des institutions comme la CENI et de plusieurs institutions de la République ne sont pas autorisés à être dans un parti politique ou bien à clamer leur appartenance à un parti politique. Parce que ce sont des fonctions qui n'encouragent pas à cela. Ce n'est pas comme voir quelqu'un qui dit qu'il est officier à un congrès d'un parti, après il dit qu'il est en service inactif, après on vient le lever à un grade supérieur. Ces redondances ne font que envenimer les choses. Quand on est à des postes de responsabilité, on se met en retrait du purement politique. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons travailler et revoir dans ce pays et ça nous permet d'aller de l'avant. Allô? Bonjour. C'est monsieur? Monsieur? Léo. Edo. Ok. Ouais. Bonjour, monsieur Edo. On a compris, cher ami Edo. Pour vos deux questions, notre invité va réagir. Oui, monsieur Do, je pense que votre préoccupation, c'est normal. En tant que Togolais, vous voudriez que les Togolais puissent régler leurs problèmes entre eux. C'est ce que beaucoup d'ailleurs font. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à un niveau où les gens n'ont plus confiance entre eux. Mais il va falloir qu'à partir d'un moment, ça puisse recommencer. La confiance entre les Togolais. Est-ce qu'elle a une fois existé? Malheureusement, depuis que le processus démocratique a été amorcé, les uns et les autres se soupçonnant, cette confiance s'est érodée. Et parfois, vous savez, tous ces partis, prenons aujourd'hui l'exemple d'un certain Gilles Christ Olympio, qui s'est sacrifié en 2010 en faisant une alliance avec Fonya Singbe pour obtenir ces mêmes réformes dont on parle aujourd'hui. Mais qui ne les a pas eues jusqu'à ce qu'il se déclare lui-même parti en retraite politique. Donc la confiance, elle s'érode malheureusement. Je vais peut-être, sur la première question, il serait un peu difficile, dans mon exercice habituel, j'aime mettre chacun sur ses pieds d'égalité. Mais je dirais seulement sur l'aspect de la réconciliation. J'ai été un acteur de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Et quand je vois tout ce qui a découlé après le 19 août, je vois des gens que le ministre Tchao appelle nos jeunes, qui étaient dans la rue, qu'on a appelé des miliciens. Je vois tout ça, je me demande si les efforts qu'on a faits pour que la CVJR puisse accomplir son mandat ne sont pas remis en cause. Quand je vois ce que nous traversons aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'on a fait une phase A, après on va refaire une CVJR pour la phase B? Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup
de choses qui ont été initiées, mais on a l'impression qu'on est dans une sorte de saupoudrage ou bien de formalisme. Et sur ça, je pense que le chef de l'État a beaucoup à faire. Sur d'autres aspects, je laisse ses opposants apprécier ses réalisations pour dire ce qu'il devait faire et ce qu'il n'a pas pu faire. Il a parlé de la CEDEAO. En fait, si le Togo a besoin de la CEDEAO... Non, c'est clair que la CEDEAO, quand on parle de la CEDEAO, le plus souvent je dis aux gens, ils nous indexent, ils disent, vous les gens des Nations Unies, là je dis non, nous sommes tous des Nations Unies. Vos pays sont membres des Nations Unies. Donc aujourd'hui, la CEDEAO qui parle là, c'est aussi le Togo qui parle dans cette CEDEAO. Il faut la concevoir comme ça, que nous sommes dans... C'est comme si nous sommes dans une famille. Et aujourd'hui, notre esprit, ou bien la vision, elle est communautaire, elle n'est plus nationaliste. Nous sommes dans une famille, et les autres membres de la famille, les voisins, qui sont nos proches voisins, parce que en milieu élevé, on dit que le premier membre de sa famille, en réalité, c'est son voisin. Ce n'est pas son frère qui est à l'extérieur ou autre. Donc, les gens qui sont autour de nous sont préoccupés par notre situation. Et nous devons plutôt les en remercier de ne pas avoir été indifférents face à notre situation. Mais vous allez constater que dans la feuille de route de la CEDEAO, elle n'a pas fait un diktat. Elle a donné des orientations. Donc c'est aussi toujours l'opportunité qu'elle donne aux Togolais de continuer le dialogue entre eux et d'arriver à une solution. Donc remercions la CEDEAO pour son implication, mais rappelons-nous que nous sommes des Togolais, nous pouvons trouver une solution à notre situation. Merci, allô? Oui, allô, bonjour. Vous êtes en direct, auditeur, bonjour. On ne l'a pas. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Pelé. Ouais. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, merci pour votre question. Je dirais que c'est normal, on doit parler dans un français simple, mais considérer un peu comme c'est de l'argot du droit international. C'est-à-dire, il y a des choses pour lesquelles on donne des orientations classiques. Quand on parle de la CENI aujourd'hui, c'est-à-dire, d'abord, la première chose qu'il faut noter, c'est-à-dire, quand vous prenez le point 38, le point 38 parle des réformes constitutionnelles à faire. Ça déjà, ça nous situe clairement. Maintenant, quand vous prenez le point D qui parle de la CENI, en réalité, c'est l'opportunité pour le Togo de revoir sa CENI. Maintenant, est-ce que le Togo va garder le format actuel qu'ils ont et s'entendre pour le mettre dans la Constitution, ou bien est-ce qu'il faut revoir comment est-ce que la CENI doit être composée? S'il faut aller à une CENI technique ou à une CENI politique, c'est l'opportunité là qui nous est donnée aujourd'hui. Maintenant, en matière d'assistance, ça, je vais parler un peu sur mon expérience professionnelle. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle une mission d'évaluation des besoins. Quand la CEDEAO dit qu'elle va vous apporter une expertise, ils vont envoyer ce qu'on appelle la Need Assessment Mission. Et quand la NAM vient, elle a maintenant pour mission d'évaluer la CENI actuelle, ce qu'elle a comme problème, ce dont elle a besoin comme solution. Ils vont rencontrer la société civile, ils vont rencontrer la classe politique, eux tous, et voir les attentes des uns et des autres. Et c'est après ça maintenant qu'on essaie de voir par rapport aux standards existants. Parce que ne croyons pas que le Togo est particulier. Le Togo est dans un monde où il y a des lignes directrices qui existent en matière électorale. Donc, c'est par rapport à tous ces standards qu'on verra qu'est-ce qu'on peut faire pour le Togo, qu'est-ce qu'on peut apporter pour le Togo. Au-delà de ça, par exemple, j'ai été conseiller électoral pour les Nations Unies en RDC dans un passé. C'est-à-dire, vous êtes là et vous êtes à la disposition de la CENI
pour l'aider dans son travail. Aider la CENI dans son travail, ça veut dire tous les aspects des élections. C'est-à-dire tout ce qui est fait, vous dites à la CENI qu'est-ce qui doit être fait selon les normes. Vous aidez la CENI à se décider sur des situations de blocus et autres. Est-ce que cette assistance, à un moment donné, de vos positions, est-ce qu'on peut noter des points contraignants? C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez influencer les décisions qui sont prises au niveau de la CENI? C'est clair que dans le cas d'une assistance, il y a les techniciens qui sont au niveau de la CENI qui travaillent, mais il y a toujours un point focal qui conduit une mission et qui discute au haut niveau sur certaines questions. Donc il y a toujours, ce n'est pas une pression, mais il y a toujours un plaidoyer qui est fait pour que les choses aillent dans le bon sens, pour que tout le monde s'en tire à bon compte. Vous prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, les acteurs, à la suite du NAM, avaient convenu de faire une mission avec certification. Et vous avez vu, la certification impliquait que même quand la CENI en Côte d'Ivoire donnait les résultats, il fallait que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies vienne confirmer ces résultats. C'est l'accord qui avait été conclu entre l'assistance électorale internationale et le pays et les acteurs. Donc, il y a plusieurs modalités d'assistance électorale. Si je vais me mettre à les développer ici, on ira un peu partout, mais c'est juste comprendre que il faut d'abord s'entendre sur les modalités de cette élection. Aujourd'hui, j'écoute ça et là, des gens dire pourquoi ne pas mettre une personne étrangère à la tête de la CENI pour la piloter. C'est aussi une possibilité qui existe, comme on le fait dans beaucoup de pays, mais j'aimerais juste dire aux uns et aux autres que nous avons essayé de mettre un étranger à la tête de l'OTN, nous avons vu tout ce que ça nous a amené ici. Mais pourquoi est-ce qu'à partir d'un moment donné, nous ne pouvons pas trouver des Togolais qui puissent le faire? Parce qu'il y en a. C'est ça aussi le problème. Parfois, sur certaines questions, on a l'impression que nous sommes un désert de compétences, alors qu'en réalité, il y a des compétences, mais c'est parce que c'est tellement pourri que les gens ne veulent pas s'en mêler, les gens sont à côté. Après tous ces développements, on se pose la question savoir si la date du 20 décembre peut être tenue. Non, je pense que la date du 20 décembre dépendra de la mise en œuvre du point 38. Si les 4 points au point 38 sont mis en œuvre à temps, on pourra maintenant avoir une idée plus claire sur la date. Mais c'est à titre indicatif. Et l'un des avantages, comme je le répète depuis quelques jours, du toilettage de la Saint-Sylvestre, c'est qu'au moins notre Assemblée nationale reste en place jusqu'à l'élection d'une nouvelle Assemblée nationale. Donc, nous n'avons pas le temps contre nous. Et maintenant, si je fais de la transposition, et nos dernières élections locales, je ne sais pas quand ça remonte. Plus de 30 ans. Voilà. Mais nous avons, depuis au moins 25 ans, des délégations spéciales qui fonctionnent. Est-ce que ces délégations spéciales croisent les bras en disant nous ne travaillons pas, nous attendons les élections locales? Non, je ne pense pas. Elles fonctionnent normalement. Donc ça veut dire que notre Assemblée nationale peut continuer par faire son travail jusqu'à ce que les élections se fassent. Mais il ne faut pas commettre l'erreur de courir derrière une date des élections pour avoir après un processus électoral embourbé. Vous savez très bien, auditeur, qu'aujourd'hui, cela fait un an juste que la crise, dans sa nouvelle version, a commencé. C'était un 19 août. Plusieurs pays ou plusieurs institutions sont intervenues au Togo, les Nations Unies, la CEDEAO, la francophonie, l'UEMOA. Quel est votre jugement de toutes ces interventions qui sont faites en direction du Togo? Est-ce que vous les jugez assez appréciables? Dans certains milieux, on parle d'intérêt. Est-ce que vous êtes convaincu que ces institutions-là sont véritablement là pour nous aider? Bon, en réalité, toutes ces institutions ont un mandat et c'est par rapport à leur mandat qu'elles s'intéressent à la question togolaise. Et aujourd'hui, ce que vous allez voir au niveau de ces institutions, c'est que tout le monde est toujours là, mais tout le monde est derrière la CEDEAO. Et c'est ça qu'il faut aujourd'hui saluer dans un contexte comme celui du Togo. C'est-à-dire, personne ne fait cavalier seul ou bien personne ne fait concurrence aux autres qui sont chargés de régler le problème. Donc que ce soit l'Union européenne, que ce soit les Nations Unies, tout le monde est aujourd'hui derrière la CEDEAO. Et l'avantage dans un tel processus, c'est que toute la partie extérieure parle d'une même voix et accompagne le processus. Donc ça, c'est déjà une chose à saluer, qu'il y ait pu avoir cette façon de voir les choses. Maintenant, il est évident qu'aujourd'hui, quand vous prenez la CEDEAO a intérêt à ce que ça ne se gâte pas au Togo. C'est normal. Parce que l'espace communautaire est déjà touché par beaucoup d'autres phénomènes, beaucoup d'autres enjeux. Est-ce qu'il
ils vont s'offrir le luxe de laisser le Togo pourrir. Non, ils vont chercher à aider le Togo à ne pas s'enliser. Voilà. Vous prenez aujourd'hui, tout est dynamique. C'est-à-dire, prenez simplement aujourd'hui la crise des migrants en Europe. Vous comprendrez que depuis que Kadhafi a été assassiné et que la Libye est devenue une porte à ciel ouverte, la répercussion, elle est sur l'Europe. C'est elle qui prend de plein fouet l'immigration. Les gens viennent, ils sont prêts à rester dans l'eau là-bas, soit à mourir, soit à être récupérés par des navires pour aller en Europe. Donc, est-ce que avec tous ces gens-là qui sont là-bas, on va laisser la situation pourrir au Togo pour que d'autres Togolais aillent s'ajouter à ça? Non, les gens vont agir en amont pour éviter tout cela. Donc, aujourd'hui, la plupart, parce que dans le jeu politique, il y a des mouvements de population, il y a deux populations à ne pas confondre. Il y a les migrants classiques, qui sont des migrants économiques et autres, et il y a ce qu'on appelle de façon les réfugiés. Les réfugiés, on est prêt à les accueillir parce que menacés pour des convictions politiques, parfois religieuses, mais les migrants, personne n'est prêt à les prendre parce que on fait une migration parce que dans son pays, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais ça veut dire que vous allez empiéter sur les efforts d'un autre pays ailleurs, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Europe. Donc la meilleure façon pour ces pays de pouvoir diminuer les charges, c'est de venir chez vous et faciliter les choses au niveau de votre pays. Donc aujourd'hui, tous ceux qui s'impliquent au Togo, c'est justement parce qu'ils veulent que les Togolais soient à l'aise au Togo et que les Togolais ne viennent pas les embêter chez eux. Parmi ceux qui s'impliquent au Togo, il y avait au départ même le secrétaire général des Nations Unies, l'actuel secrétaire général des Nations Unies, puisqu'il a souvent parlé du Togo. Mais nous allons parler de l'ancien, le Ghanéen Kofi Annan, puisqu'il est mort hier. Je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous l'avez rencontré une fois. Je vous pose la question comme ça parce que je sais que vous travaillez pour les Nations Unies. Effectivement, je travaille pour les Nations Unies, mais j'ai eu à rencontrer Ban Ki-moon, mais je n'ai pas eu la chance. Quand j'étais arrivé, Kofi Annan était déjà parti. Alors, mais Kofi Annan, c'est un exemple. Quand on parle de Kofi Annan, pour nous, d'abord, Africains, et puis quand on dit Kofi, moi je me dis que c'est mon frère du Togo britannique. Donc, pour nous, Kofi Annan, c'est d'abord un exemple, c'est un modèle à suivre. Vous savez, Kofi Annan est le premier secrétaire général des Nations Unies à sortir parmi les fonctionnaires des Nations Unies. C'est-à-dire, le poste de secrétaire général a toujours été un poste stratégique et politique qui revenait aux États. Mais imaginez un fonctionnaire qui a fait tout le parcours pour arriver à cette consécration. Imaginez tous les sacrifices qu'il a dû faire, imaginez tout ce qu'il a fait. Mais surtout, aujourd'hui, quand nous on parle de Kofi Annan, on se souvient de plusieurs réformes qu'il a permis d'avoir aujourd'hui dans le cadre des Nations Unies. L'une des réformes qui malheureusement est restée en cours de route, ça a toujours été la réforme du Conseil de sécurité, où vraiment l'idée c'était de faire de sorte, vous savez que le Conseil de sécurité des Nations Unies, quand il parle, personne ne bronche. Et l'objectif de Kofi Annan, c'était de faire en sorte que ce ne soit plus ces 5 qui avaient le droit de veto, mais qu'on puisse faire de sorte à ce qu'aujourd'hui, les nouveaux pays émergents puissent être au Conseil de sécurité et disposer aussi de ce droit de veto. Dieu merci, dans la vie, il y a toujours la continuité. Ce que Kofi Annan a commencé, ses successeurs se sont donné la peine d'y travailler, de continuer par y travailler. On espère que ça produira l'effet qu'il faut à son intention. Kofi Annan aussi, point où vous avez vu comment est-ce que les gens se sont mobilisés pour créer au Ghana le CAPTI, Kofi Annan Peacekeeping Training Center. C'est pour dire un peu l'image que représente la personne dans le monde politique et l'influence, le carnet d'adresse, ce qu'il a permis de faire durant des années. On a constaté que plusieurs chefs d'État du monde, plusieurs leaders politiques ont réagi à l'annonce de ce décès. Le chef de l'État du Togo également a présenté les condoléances du Togo au Ghana. La question aussi, quand on évoque ces personnalités africaines, c'est pourquoi ne pas en avoir assez également dans nos pays. C'est vrai qu'on a connu ici Eden Kodjo, aujourd'hui on a l'ancien Premier ministre Fosun Humbo. Mais comment travailler pour ouvrir plus grandement les portes des grandes structures internationales au Togolais?
Bon, je pense que ouvrir ces grandes structures internationales aux Togolais, cela revient au gouvernement togolais de mettre en place une politique dans ce sens. C'est-à-dire tous les pays qui ont fait émerger, quand vous prenez aujourd'hui des pays comme le Sénégal et autres, ce sont des politiques qui sont faites au niveau du pays pour pouvoir positionner des Sénégalais dans le système international. C'est-à-dire, c'est stratégique. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Les gens disent que je parle parce que je sais que ce n'est pas le gouvernement togolais qui me paye un salaire ou parce que je sais que je n'ai pas besoin de leurs miettes. Quand des gens réfléchissent comme ça, il est difficile de voir qu'on puisse mettre en place une politique qui permette aux gens de pouvoir s'affirmer, que ce soit à l'international, que ce soit à l'extérieur. C'est ça le véritable problème. Parce que nous sommes restés dans un système où on veut contrôler tout. On veut mettre la main sur tout le monde. On veut que les gens réfléchissent comme on veut les voir réfléchir. Donc, c'est là tout le véritable enjeu. Sinon, aujourd'hui, si le Togo met les conditions qu'il faut, on peut arriver à cet objectif. Ce serait une bonne mission que le ministre des Affaires étrangères pourrait prendre. Parce que prenez même aujourd'hui quelque chose comme l'Union africaine ou la CEDEAO. À combien de postes les Togolais sont dans ces institutions? Je dirais pratiquement rien. Alors que nous avons la possibilité de former l'élite dans ce sens. La plupart des pays qui sont aux Nations Unies, il y a ce qu'on appelle le plus souvent, c'est un programme qui est fait pour permettre aux jeunes d'acquérir l'expérience internationale. Et la plupart du temps, c'est aux pays de demander à d'autres pays de financer à travers l'aide qu'ils reçoivent de façon classique. Ils peuvent dire, nous avons besoin que 10 ou 15 jeunes Togolais cette année puissent émerger dans le système international, apprendre et revenir après servir le Togo. Donc, vous le demandez, et ces jeunes, peut-être sur 2 ans ou 3 ans, ils travaillent à un niveau pré-professionnel dans le système, ils sont pris en charge par un État qui le finance, et quand vous arrivez à un niveau donné, le système même se dit, mais si j'ai investi durant 3 ans sur des gens, pourquoi est-ce que je vais les laisser repartir? Le système les recrute. Le système les recrute. Et c'est-à-dire, c'est quelque chose qui ne se fait pas pour espérer des résultats dans 5 ans ou 10 ans. Prenez par exemple un Fosun Humbo. Il est arrivé là où il était d'abord grâce à lui-même. C'est quand on l'a amené Premier ministre ici que les gens ont connu ce Humbo togolais. Je connais beaucoup de Togolais aujourd'hui qui sont à des postes stratégiques aux Nations Unies. Ils ne vous diront pas que c'est grâce au Togo. Mais pour aller à la tête du FIDA, c'était un vote purement politique. Je salue l'engagement du Togo pour accompagner la candidature de Humbo. Mais je dis le plus souvent que ce sont des gens qui se sont faits. Il faut aujourd'hui qu'on puisse aller dans une... C'est un appel que vous lancez au gouvernement. Oui. Ma dernière question porte sur le Mali. C'est une tradition finalement pour les pays africains. Après des élections, il y a un qui est déclaré officiellement gagnant et puis l'autre perdant, à un moment donné, s'autoproclame président. C'est ce qu'on constate également au Mali. Oui, bon, vous savez, la situation malienne m'a un peu fait tiquer ces derniers jours parce que quand vous voyez beaucoup de choses, vous avez vu une opposition qui a passé son temps à contester, mais aussi, selon la plupart des informations en notre possession, l'opposition ne peut s'en prendre qu'à elle-même parce qu'elle n'était pas présente sur le bureau, sur le terrain. Elle n'était pas dans tous les bureaux de vote. Donc, après, vous pouvez beau crier au scandale, si vous n'êtes pas là, si vous ne jouez pas votre partition, il ne faut pas être surpris par la suite des événements. Donc, c'est un problème d'organisation au niveau de l'opposition malienne. C'est un problème d'organisation. Merci beaucoup, Madi Diabakate. Merci d'être venu. Je rappelle que vous travaillez pour les Nations Unies, que vous êtes togolais, politologue. Merci d'avoir permis à la réalisation de cette émission dans le cadre du premier anniversaire des événements du 19 août 2017. Cette émission s'achève ainsi. Je remercie Romaric Freitas de l'avoir mise en onde. Je suis Pierrot Atiobwe. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.